Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission d'Arbin, une émission Monti TV dédiée à refaire l'histoire des Comores et parler aussi des perspectives d'avenir qui nous sont offerts, voire même qui sont aussi des défis à relever par la suite. Aujourd'hui, nous accueillons des Comoriens, des amoureux et amoureuses de l'histoire et de l'État-nation des Comores. À ma gauche, j'ai Madame Feuiba Saïd Hilali, ancienne, ancienne ambassadrice des Comores, politologue, essayiste, auteur de différents ouvrages, dont deux que j'ai ici, Des Comores, des complots aux Comores, publié aux éditions Les Hélices Bleues. Stratégie au cœur de l'océan Indien. Stratégie, tout à fait, très, très important de le préciser. Et un deuxième ouvrage, L'égarement, l'islamisme au cœur de l'océan Indien. Nous avons aussi monsieur le docteur Hamadi Ibn Mohamed, docteur en droit public de l'université de Reims, qui est l'auteur de la thèse Les politiques et les institutions patrimoniales en Afrique de l'Est et dans les États insulaires de l'océan Indien. Et à ma droite, j'ai Madame Neila Oumar, docteur en anthropologie sociale à l'EHESS, avec comme titre de thèse les instances anticoloniales aux Comores. Les résistances anticoloniales aux Comores, genèse et apogée des voix E et voix X d'une protestation politique 1886-1975. Vous comprenez, nous sommes tout au cœur de l'histoire de l'indépendance, puisque nous célébrons cette année les 50 ans de l'indépendance des Comores. Et aujourd'hui, nous allons refaire le récit de cette histoire de l'indépendance, mais aussi ouvrir le débat sur les perspectives à venir. Sans plus tarder, je vais donner la parole à mes invités. Peut-être je vais me retourner vers Madame Feuiba, avec la simple question qu'on se pose tous, quelle indépendance, quand on est comorien, quand on étudie l'histoire des Comores, quand on parle d'indépendance, de quoi parle-t-on exactement ? C'est un gros mot, parce que l'indépendance, pour moi, indépendance veut dire aussi souveraineté. La souveraineté, nous l'avons peut-être, avec les accords de coopération que nous avons avec les pays amis. Donc, ces accords vont-ils nous laisser un jour cette souveraineté s'exprimer pleinement? L'indépendance nous a amputés d'une île. Et donc, parler d'indépendance sans se référer à la question de Mayotte laisse un petit peu bancal. C'est ce que Abdallah disait, qu'il préférait avoir une vache à quatre pattes, et que Mitterrand lui disait qu'un trépied était beaucoup plus stable qu'une table. Donc, allez savoir. Du coup, tout de suite, on arrive tout de suite sur le débat et le sujet sur l'indépendance comme un État archipélique, enfin en parlant de l'archipel, l'ensemble de l'archipel des Comores, d'où la question de parler aujourd'hui de la fraction des îles qui s'est opérée en 1975. Mais quand on revient quelques années auparavant, indépendance, les élites comoriennes, ils parlent donc d'indépendance, Abdallah ou d'autres, parce qu'il y a différents courants politiques qui proclament, ou du moins qui veulent cette indépendance, l'indépendance des Comores. Mais de quoi entend-on par on veut l'indépendance? Je fais aussi écho à différentes terminologies et mouvements qui sont en action à ce moment-là. On parle de Hour, on parle d'indépendance, qui, à mon sens, à cette époque, ne renvoie pas au même type d'indépendance souhaitée. C'est-à-dire que, et pas plus tard qu'hier, j'assistais à un débat, enfin à la télévision, donc il y a une spécialiste portugaise qui disait que la France a voulu garder ses bases militaires, il n'a pas fait comme le Portugal. Quand
la France accordait les indépendances aux États africains, le Portugal avait une dictature. Donc les Portugais qui étaient en Afrique ne s'accordaient pas avec les Africains. On a vu le Mozambique, on a vu l'Angola, hein, pour ne parler que de ces deux-là. Donc en France, il y avait ce mouvement d'indépendance, parce que n'oublions pas que la Ve République est arrivée comme une république libérateur. De Gaulle avait ses idées de créer des ensembles de coopération pour constituer, non pas l'empire, mais des États liés. C'est ce qu'il avait fait un peu avec Madagascar, avec le Sénégal. Il est parvenu à des accords qui ont été... Sauf que à partir de la Guinée, il y a eu des mouvements qui ont été tentés. Et les indépendances étant, il y a eu des mouvements de résistance qui ont été créés. Moi, Mortambo m'a dit, le jour qu'il m'a rencontré, et c'était à la Mecque, c'est extraordinaire. Il me dit, une Comorienne, parce qu'il était parti depuis longtemps de l'UNESCO quand je suis arrivée, une Comorienne. Mais moi, les Comores, je me souviens des mouvements de libération. Il y avait la FEANF. Et vous connaissez Alpha? J'ai dit, mais Alpha Condé, c'est un grand frère, c'est mon beau-frère, je l'appelle. Et donc, il y avait Alpha, il y avait aussi Henri Lopez, pour le Congo. Et puis pour nous, on a oublié ces hommes-là, mais il y avait Kemal et Mtara, le docteur Mtara. Sedali Kemal était le premier président de la SEC. Ils ont créé la SEC à côté de la FEANF. Et ils ont milité ensemble, ces gens-là. Il y avait aussi... À l'époque, c'était donc l'AU... les années 60. CF, en tout cas, l'ancien... Enfin, c'est l'association qui va donner le nom à la SEC. C'est eux qui... Quand la SEC devient ASEC, Kemal, il n'est plus dedans. Il se retire, justement. Non, là, Mtara l'a succédé. Oui, Mtara l'a succédé. Il l'a succédé. Il y avait Amjad, il y avait tous ces grands-là. Et puis même... Mais là où ils se sont retournés, c'est quand... Ils ont compris que Mayotte demandait l'indépendance. Et l'indépendance de Mayotte était quelque chose déjà vicieux, qui n'était pas une expression d'indépendance comme on l'entendait, mais c'était une expression de se détacher des Comores, parce que ceux qui ont été refoulés d'Algérie sont arrivés à La Réunion. Et de La Réunion, ils menaient le beau temps et attisaient le feu à Mayotte. Et la division a été créée à partir de là. Et donc, pour revenir à une autre anecdote, il y avait un grand journaliste comorien de la même veine, Saïd Ankil, qui était journaliste à Lille, FR3 et tout. Et il m'a raconté, moi je ne raconte que des anecdotes parce que peu de choses ont été écrites. Il me dit, vous savez, il y avait le chèque 68 a éclaté. La jeunesse a repris le mouvement à sec aux Comores. Et nous, on ne nous parle plus de nous. Mais du temps de Chèque, quand les indépendances africaines ont été prises, nous aussi, on voulait notre indépendance. Et on était un petit groupe de jeunes, vieux, bien sûr, avec le temps. Donc, on était dans le studio de Kemal qui se trouvait à la rue de Turenne. Et on était là à attendre. Le président Chèque est allé voir De Gaulle. Il est venu nous voir, nous les jeunes, pour nous demander « Qu'est-ce que vous voulez, vous aussi ?» Et c'est donc il m'a rapporté ce qui a été dit là de tous ces... Il a dit, nous voulons aussi l'indépendance. Et Chèque lui aura dit, l'indépendance, pourquoi faire? Il a dit, nous aussi, on veut être libres. Et puis, bon, ils étaient là à discuter, à attendre que Chèque revienne de son rendez-vous de l'Élysée. Et puis, ils ont entendu Chèque monter parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur, le petit studio de Kemal. Chèque arrive et puis il demande, bon, c'est... Alors il dit, mais... là, je vais le dire en comorien. Ça veut dire, ce géant, qu'est-ce que je peux lui dire? Donc il n'a pas osé poser la question. Enfin, il ne voulait pas poser la question. Le temps n'était pas venu. Et donc, voilà des petites anecdotes de ces mouvements de libération. Et puis, je viendrai aussi, là, je vais revenir à l'Afrique de l'Est. Parce que l'Afrique de l'Est a joué un rôle fondamental. L'Afrique de l'Est, Nyerere a été formé
Nyerere n'est pas, vous savez, la Tanganyika, et c'était les Allemands qui dirigeaient, enfin qui occupaient. Et après la guerre, donc c'était confié aux Anglais, mais c'était juste un mandat. Ils n'étaient pas colonies britanniques, c'était sous mandat. Il fallait préparer les institutions. Les Allemands, enfin les Tanganyika, je ne sais plus comment on appelle. L'actuelle Tanzanie. Non, avant, non, je suis bien avant. Oui, mais on parle de la Tanganyika qui est... Le Tanganyika, c'est Dar es Salaam, sans Zanzibar. Donc là, c'est début 60. Donc, Nyerere est encore un jeune professeur qui a fait ses études en Angleterre, qui se distingue, et il a embrassé la religion catholique, alors que les Anglais sont protestants. Ça a une signification quand même, ce choix-là. Et derrière ce mouvement d'évangélisation, il y avait comment on appelle ça, la mission catholique, qui ont identifié l'homme pour le destin de demain. Mais les Anglais n'ont pas laissé faire. Derrière la mission, il y avait un homme, un Comorien, Ali Hassan Mwinyi, Tambwe. Et la personne ne parle pas de lui. Exactement. Et cet homme-là a dit il faut absolument qu'on joue un rôle. Et lui, et là, les choses étant, c'est lui qui a créé Nyerere de toutes pièces. Et Nyerere s'est associé quand il a eu le coup de Zanzibar 64. Il s'est dit écoutez, le comité des libérations de l'Afrique s'est installé à Dar es Salaam. Donc il faut aussi créer un comité. Et là, il y a eu les premiers mouvements des Comoriens qui sont arrivés et qui ont milité. Tout à fait. Mais justement, vous faites... Oui. Non, mais voilà. Non, mais quand on parlait justement des mouvements de résistance, je me retourne vers Dr Hamadi Ibnou. Quand on parle de ces mouvements, justement, il y a plusieurs vocables. Peut-être les jeunes d'aujourd'hui, ça peut interroger. Quand on dit Mayotte, Maoré, voulait une indépendance qui est formulée notamment par la départementalisation par la suite. Et dans vos thèses, justement, vous parlez de ces institutions patrimoniales qui font un peu écho à ce que le mouvement venu de l'Afrique de l'Est ou le mouvement du Hur, qui veulent une indépendance profonde et qui voulaient imposer un nouveau système qui faisait le pas du système qui était en place, c'est-à-dire le système traditionnel. Je voulais revenir un peu avec vous pour parler un peu de ces différents engagements terminologiques. En parlant d'indépendance, terminologie, qu'est-ce qu'on entend à ce moment-là et quelles sont ces institutions qui sont mises en place, les outils mis en place justement pour aller vers un État indépendantiste. Vous êtes docteur en droit, bien évidemment, mais vous avez assez de connaissances sur le sujet pour revenir un peu faire l'écho, le lien entre l'Afrique de l'Est et ces mouvements qui viennent, et puis les formes d'indépendance qui sont souhaitées entre l'élite, la conception et la perception des Comoriens pour cette indépendance. Qu'entend-on? Qu'entend-on par les indépendances et ces institutions-là? Je pense que tout a été dit, hein. Notre grande sœur a tout dit, l'introduction est implacable. Tout à fait, oui. Mais peut-être je vais entamer tout ça du point de vue, je dirais, juridique, à commencer par la question que vous avez posée à ma grande sœur. Ce sont des indépendances. Je pense que nous, on a pris des indépendances au sens politique du terme. Et je pense que c'est ce qui nous a dérouté. Le mal que nous avons aujourd'hui, pourquoi l'État en Afrique, c'est vraiment le tendon d'Achille. Parce que tout à l'heure, la question est que vous me traînez vers les institutions. Donc l'État, c'est l'institution par excellence. Donc aujourd'hui, malheureusement, quand on a pris nos indépendances, on ne se focalisait que sur l'aspect politique. On n'a pas formé des nations. Donc on a pris des indépendances avec cette idée on veut remplacer la colonisation et du coup, on veut se gouverner nous-mêmes. Mais avons-nous vraiment une vision de fédération?
Peut-être, peut-être pas, chacun appréciera à sa façon. Mais ce qui est clair, c'est que cette façon de concevoir l'indépendance se reflétait même au niveau de nos constitutions. Parce qu'on a pris des constitutions, sachant qu'une constitution a très souvent 3 versants, les versants symboliques, où on se dit, bon, on est tous ensemble parce qu'il y a ça, 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 ça. C'est ce qu'on lit très souvent dans les constitutions avec les préambules. Les Comores, c'est uni par tel ou tel ou tel. En fait, on valorise d'abord notre comorianité avant de concevoir le pouvoir, parce que le pouvoir, c'est la politique, en fait. Et donc, il y a cet aspect symbolique, il y a cet aspect social, et après revient l'aspect pouvoir. Et du coup, nous, on a pris des indépendances avec cette idée on a gardé que le pouvoir. Et du coup, voilà, la personnification, c'est une personne qui vient, qui incarne le pouvoir. Et du coup, l'institution, c'est devenu la vision d'une personne. Et du coup, parce que tout ce que lui voit en tant que être suprême, en tant qu'être du pouvoir, et c'est comme ça comment petit à petit, on commence par larguer la société civile derrière. Donc tout ce qui est, et la suite, on la connaît, tout ce qui est démocratie, tout ça, c'est toujours à l'État. Est-ce que justement, est-ce qu'il y avait une vraie idéologie politique derrière tout ça, ou justement, pour reprendre le mot qui est utilisé, la personnification, est-ce que le pouvoir est personnalisé au point de vue institutionnel, ou on parle vraiment d'une idéologie très ancrée? C'est vraiment difficile parce que l'idéologie panafricaine existait là pour l'ensemble du continent africain, je dirais, et même ça, et on voit que c'est comme une Nkrumah et Sékou Touré, une partie qui incarnait ça. Mais est-ce que nous, aux Comores, on avait vraiment cette vision idéologique? Je pense que certains pouvaient penser du socialisme à l'Est africain, le diamant, le fameux diamant de Nyerere, mais il n'y avait pas que lui, hein. Il y avait pas que lui en matière d'idéologie. Il y avait cette orientation aussi c'est un Comorien, Babou. Même si ça c'est un peu tard, mais est-ce que nos élites à nous aux Comores qui ont allé vers l'indépendance, est-ce qu'ils avaient une idéologie? Ça serait vraiment difficile. Avant de revenir vers Naïla, peut-être Toiba, rectifier 2 petites choses. Il faut savoir que Nyerere, après avoir organisé, puisqu'il était derrière la révolution de Zanzibar, l'objectif à atteindre, c'était les Comores. Il voulait coloniser les Comores. Oui, on parlait justement, il y a un vocable que j'ai vu, on parlait du Tanzako, qui était l'association de Tanganyika, Zanzibar et les Comores. C'est un projet qui était nourri par l'Afrique de l'Est. Mais il y a eu, entre-temps, il y a eu les affaires du Nigeria, avec le Biafra. Et comme le Biafra, c'était des catholiques comme Nyerere, et Nyerere a pris position pour le Biafra, et quand on sait que la France s'était alignée derrière le Biafra pour défendre les droits des populations bafouées. Et donc, pour revenir à notre indépendance, l'indépendance des Comores, il n'était pas question de socialisme ou de ceci ou de cela, d'idéologie politique, c'était d'abord construire l'État. Et comme nous sommes 4 îles, tout ce qui avait été étudié pour constituer la forme de cet État indépendant, c'était le fédéralisme. Mais là, vous parlez des autorités locales. Je parle des autorités, parce que je pense que l'indépendance qui a été pensée par le Molinaco n'est pas de cette idée-là. Le fédéralisme, c'est après. 74, quand on parlait d'indépendance des Comores, Molinaco, c'est une poignée de gens, de personnes. C'était pas... Il y a Abdoubakar Bouana a créé... Quand même, c'était conséquent. Oui, justement, pour faire l'écho avec Neila, justement, parce que là, on parle des personnes, de ces acteurs politiques. Vous avez beaucoup travaillé sur ces voix IE, voix X, qui font écho. Mais justement, par rapport au Molinaco et ses mouvements d'indépendance, qu'est-ce qu'on peut... à quoi doit-on parler quand on parle d'indépendance? Molinaco, Abdallah, les Verts, le Loudzima, pour englober tout ce courant politique qui est en place.
vous qui avez travaillé là-dessus. J'ai des chèques d'abord. Oui, Naïla, après on va revenir vers Foiba. Non, en fait, moi, il y a quelque chose qui me gêne un petit peu dans cette façon de personnifier justement l'indépendance. On veut classer les choses de façon, enfin, voilà. D'accord. Moi, enfin, cette question justement de la libération de l'indépendance des Comores, moi, je l'appréhende d'un point de vue de la résistance, pénétration, résistance, domination, résistance. C'est-à-dire, les Comores, c'était jadis un pays, un sultanat avec ses institutions sociales, politiques, etc. On les connaît, on ne va pas revenir dessus, qui a été brutalement attaqué, on est d'accord, et bafoué de toute son essence par un État étranger. Donc du jour au lendemain, en fait, on se retrouve avec une identité, une organisation politique qui ne correspond pas. Et moi, en fait, mon intérêt dans tout ça, c'est de savoir comment les Comoriens, du début de la colonisation jusqu'en 1975, ont réagi par rapport à cette question de domination coloniale. Donc j'essaye en fait d'étudier la question pour voir un peu, pour savoir comment des sultans résistants jusqu'à la prise de l'indépendance en 1975, si on peut en fait essayer de trouver un cheminement en fait, un vecteur commun pour qui mène vers l'indépendance. Cette libération et pour parler d'idéologie ou autre, quoi, tu vois. Pour moi, ça parlerait plus, justement, comme on parle de mémoire, etc., à la jeunesse comorienne, qui est à la recherche, faut pas se mentir, la jeunesse comorienne, ou les Comoriens sont à la recherche d'une entité, d'une personnification de résistance, en fait. On entend souvent Massimo Mtsala. Massimo Mtsala, Patiara, sont ça, c'est très intéressant de se parler parce que c'est par rapport à des terres. Ils ont défendu leurs terres. Des figures de résistance. Ça, c'est 1915. Mais ça reste des figures qui ont été justement utilisées pour penser que voilà. Justement, c'est quelque chose qui s'est passé. C'est cette résistance-là, cette révolte-là, a participé justement elle a existé, à la résistance contre le colon. Mais justement, quand on parle d'idéologie et autres, de nation, de libération, la jeunesse de la SEC, notamment l'UFAC, utilise ces figures-là pour les mettre dans le panthéon justement des figures résistantes. Mais on ne peut pas oublier les premiers pas, parce que pour comprendre que les figures dont on parle aujourd'hui, Mustapha, Abdou Souef et toute cette génération, Kader et tout ça, ils sont arrivés après 68. Oui. Après 68. Et moi, la SEC, quand Mortar Mbo me parle de la FEANF, au moment des indépendances de l'Afrique, et qui me parle de la SEC, parce que les Madagascar, ils avaient leur histoire, parce qu'ils ont fait la guerre de 47 avec l'AREMA et le MDR. Il y a l'élite qui est partie, qui avait sa vision, donc on ne parle pas de ce mouvement-là. Mais les Comores, il y avait la SEC. Et d'ailleurs, souvent, on nous disait, moi quand j'étais encore étudiante, on me disait, il y a l'Afrique. Mais l'Afrique, dire à un Tunisien qu'il est africain, il va rappeler à un Malgache qu'il est aussi africain. Et vous, c'est comment? Nous sommes africains. Donc voilà l'image qu'on avait autrefois. Et donc, quand on veut partir de 1915, Massimo Mtsara, ça c'est une histoire de conquête territoriale. Et mais ça amène un peu à cette indépendance, à une forme d'indépendance, de résistance. Parce que, excusez-moi, mais le colon, bien sûr. Massimo Mtsala et Patiara ne sont pas apparus comme ça juste pour défendre des terres. Non, mais ils ont été sacrifiés. Le père de Massim, c'est un ancien wazir. Bien sûr. C'est un ancien wazir, rappelons-le. Il le disait lui-même que les Français ne frôleraient jamais ces terres de son vivant. Donc déjà, on a un pas déjà. Bien sûr. Et puis, rappelons, puis il y a des sultans, des autorités locales qui ont précédé. Il y a eu Msafoum, il y a eu Hachim, il y a eu Fombavou. Mais là, on remonte là, on ne va pas arriver à l'indépendance, on arrive à la colonisation. Oui, c'est la colonisation. C'est un processus. La colonisation, c'est le début, je trouve, d'indépendance, parce qu'il y a eu colonisation. En fait, ce qui est intéressant, je pense, à mon sens. Oui, peut-être Ibnou, et après on revient. Après, là, on parle de juridique. Oui, en fait, ce qui est à mon sens, par rapport à ce que dit notre Naïla, ma collègue Naïla, c'est que aujourd'hui, on parle
de cet état politique qui est là, qui nous mine, en fait, qui nous empêche d'avancer en vérité. Et ce qui est très intéressant de connaître cette histoire-là, c'est qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle constitution du monde, l'élément qui encadre la juridiction, c'est la culture et l'histoire. Ça ne dépasse jamais au-delà. Il n'y a aucune loi au monde qui dépasse ce cadre-là. Donc, connaître ces éléments-là, ça nous permet aussi de se dire aujourd'hui qu'en fait, on ne s'est pas laissé faire. Et que si aujourd'hui on fait face à cette question qui nous rend tous impuissants, la question de Mayotte, c'est une réalité parmi tant d'autres. Et que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, le Comorien est susceptible de comprendre ce qui s'est passé si on descend jusqu'au fin fond. Alors, dans ce cas-là, on explique le pourquoi. De Zanzibar. Parce que Zanzibar, Msafou était en vallée de Zanzibar. Et Zanzibar, il a envoyé l'armée pour défendre le règne de Msafou, parce que Zanzibar, n'oublions pas que Zanzibar, c'est la puissance orientale qui se battait contre l'Occident. Zanzibar a signé des accords avec les Anglais pour l'amitié qui ne se termine pas jusqu'au coucher du soleil, l'amitié à la britannique. Et donc Zanzibar était dirigé Anjou. Le sultan d'Anjou marchait dans les pas de Zanzibar. Et Mohéli, puisque Mohéli c'est l'île que les Français ont touchée en premier par rapport à Mayotte, on parle de Mayotte, mais Mohéli c'est 1829. Et 1829, il y a eu les problèmes à Madagascar, donc ils se sont repliés sur Mohéli. On savait que le général Ramanateka était cherché par la reine malgache qui voulait sa peau, et qui l'a fait partir, c'est la France. Ce sont les Français, parce que son petit frère était le gouverneur de Fort-Dauphin. Fort-Dauphin, c'est la France. Donc ils l'ont dit, il faut partir, trouver d'autres alliés. Et il a atterri à Mohéli. Et Passo, qu'on parle de Passo pour Mayotte, mais Passo a veillé sur le général Ramanateka à Mohéli. Il a veillé sur sa descendance. Ramanateka supposé islamisé, devenu sultan Abderrahmane, puisque vous voulez parler des sultans, devenu sultan Abderrahmane. Mais dans son testament, qu'est-ce qu'il a fait dire aux Mohéliens? Il leur a fait jurer sur le Coran de ne jamais donner ses filles à un arabe. Un arabe, ça veut dire un musulman. De préférence, trouver une bonne partie française pour marier à ses enfants, à ses filles. Les Mohéliens n'ont pas suivi en 42 quand il est mort, mais l'histoire a fait que 42, Passo est passé à Mayotte. Parce qu'il y avait une divergence entre les familles royales d'Anjouan, entre les Almacella et les Almadiwa. Et les Almadiwa étaient pour les Anglais et les Almacella se sentaient bafoués, ils étaient pour les Français. Ils ont joué la carte de Mayotte. Et du coup, dans ce cas-là, quelle est la partie de l'élite? Du moins, le part de l'élite, et la part de l'élite, pardon, et celle de la population, enfin de la masse comorienne. Comment on conjugue les deux, justement, pour aller vers une idéologie commune qui est celle d'une indépendance comorienne, et d'être convaincu que nous, les Comoriens, on veut l'indépendance. Que jusque-là, j'ai toujours, moi personnellement, je ne sais pas qui partagerait cette idée, mais j'ai toujours pensé qu'il y avait une idéologie. Tout à l'heure, j'avais émis l'idée d'une double ou voire même triple terminologie quand on parle du Jour, indépendance, départementalisation. Pour toutes ces autorités, ça voulait dire la même chose, indépendance. Mayotte disait, hein, nous voulons l'indépendance, enfin, nous ne voulons pas l'indépendance à la con. Nous voulons rester français pour rester indépendant, si je ne me trompe pas. Rester libre. Pour rester libre. Mais liberté qui amène un peu à cette idée d'indépendance par rapport aux autres îles comoriennes de l'archipel. Et quand on vient aux voix, la voix, je parle de la voix X, cette voix, quelle voix a été portée justement pour donner cette idée d'indépendance à la population comorienne? Ouais, déjà, au début de notre conversation, de cet entretien, ce qui était intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé des dynamiques. En fait, les Comores, ce n'était pas un territoire isolé. Il y a des dynamiques entre la côte, Madagascar, voire même la Réunion, l'Algérie. Vous avez parlé de l'Algérie
l'Algérie, Paris. Influencé Mayotte. Voilà, Hein? Paris, la FEANF, enfin, des acteurs comoriens en fait, qui côtoyaient un petit peu cette élite politique, n'étaient pas étrangers en fait, aux idées de libération, voire même au discours nationaliste. On a parlé de la FEANF tout à l'heure. La FEANF de Cheikh Anta Diop, de France Fanon, etc., était connue par une certaine élite comorienne. Ils les ont côtoyés. Et ils les ont côtoyés. Et Paris, c'était quand même un fief justement de cet effervescence, élan, oui, cette effervescence, cet élan nationaliste, quoi. Et après, il y a l'Algérie, parce que n'oublions pas qu'il y a le FLN en Algérie. Il y a des Comoriens qui ont combattu avec le FLN, etc. Il ne faut pas oublier que Giraud Oui. était militaire. Rappelez-nous qui est Giraud. Rappelez-nous qui est Giraud en deux Adrien mots. Giraud, c'est une personnalité de Mayotte, Mhm. parmi ceux qui ont œuvré pour la séparation des îles, alors que c'est un homme que avant l'indépendance des Comores, avant que l'île se retire, c'était un des fils spirituels, même de sang, j'oserais dire, du prince, au même titre qu'Ali Soali. Mhm. Hein, ils se sont côtoyés, ils ont fait Le prince Saïd les Ibrahim, 1000 coups pardon. ensemble contre le Oudima. Et le Oudima, c'était quoi? Le Oudima, c'était une structure qui est née pour l'indépendance. Après, parce qu'il y avait les verts et les blancs, il faut savoir une chose, que le RDPC de Mouzawar est une création du haut commissaire Mouradian pour embêter, pour ne pas dire un gros mot, le président Cheikh. Il lui a dit, ben maintenant, Cheikh, son temps est passé. Maintenant, Mouradian, c'est un arabophone, il avait fait l'Algérie, il connaissait un peu mieux nos traditions. Donc, il a guidé un petit peu Mouzawar pour créer ce mouvement de la jeunesse. Et qu'est-ce que Cheikh a dit? Cheikh s'est retourné quand il a compris le coup de Mouradian en créant ce parti RDPC, qui est devenu le parti blanc, qui était le parti du prince au départ. Et donc, Cheikh il s'est retourné vers Taki et cette génération des Verts, des jeunes Verts. Il a dit, maintenant, on va créer du DPC, les jeunes Wassafarini de la Brousse, pour concurrencer Contrebalancer, les jeunes de Moroni. Et pour ajouter, le RDPC a été créé aussi avec l'impulsion de la jeunesse de 68 qui avait fait la grève. Ils sont soutenus, mais ça, c'est bien avant. Oui, mais si, 68... oui, mais bien sûr, ça se crée au même moment. Enfin, on est sur la même année. Bien sûr, parce qu'ils sont partis les chercher. Bien sûr. Et vous savez ce qui s'est passé après? Ils ont fait venir Zeynamder quelques temps après pour bafouer le dynamisme. Et Mouzawar était en train de célébrer l'union retrouvée avec les Mahoraises, alors que derrière, ils ne savaient pas ce qui se jouait derrière. Et c'est quand même assez extraordinaire comme naïveté politique. Hein, Et puis il y avait aussi l'influence du Parti communiste réunionnais à La Réunion, enfin, comment elle s'appelle notre... Vergès, etc. Aussi, il y avait quand même les archives en parlent. Non, il a beaucoup joué, Donc, même tout récemment, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de sa vie. C'est un homme qui a été très dynamique. Mais à ces temps-là, il était très recherché aussi, parce qu'il se cachait. Hein mais j'ai les journaux comme l'Humanité, ou comment il s'appelle la revue de Vergès. J'ai un trou de mémoire, ça va revenir, mais était très lu par justement cette élite comorienne. Et pour revenir justement, parce que tu me parlais d'idéologie, etc., je vais revenir sur le Moulinako et sur l'influence justement de l'Afrique de l'Est et de Madagascar sur ces voies en fait X et E vers la libération. Il ne faut pas oublier que quand les Français sont arrivés, beaucoup de Comoriens sont partis vers Zanzibar et Dar es Salaam, parce qu'ils ne voulaient pas être les laquais des Wazungu et surtout de Humblo. Ensuite, cette entité-là va jouer aussi un rôle dans la création du Molinako. Mais est-ce que c'était des points... Parce que 1912, Humblo n'avait plus de pouvoir, et la colonisation a été faite, et l'autorité, donc l'archipel colonie existait, et c'est là que les résistances sont créées. Mais la nature a horreur du vide. Ces parents-là qui ont jadis quitté les Comores
ont eu des enfants et ils parlent des Comores à leurs C'est enfants. ça, Et c'est cette entité, justement, qui va constituer la création du Moulinaco. Bah, Nous avons la même chose à Mayotte actuellement. Mais Ceux qui ont pris le justement, flambeau, c'est les justement, enfants. mais pour revenir, en fait, pour recentrer un peu le débat, mais on a l'impression qu'on parle d'une continuité de résistance mais quel est le point de basculement, je me tourne vers Ibnou, quel est le point de basculement justement qui veut que, parce que moi je pense qu'on est nombreux pour avoir fait une thèse sur cette histoire, j'ai toujours considéré qu'un point de départ vers cette forme, un éclatement de l'idéologie indépendantiste, c'était 58 avec le transfert du chef-lieu de chef-lieu, parce que c'est pas une capitale, de Dzaoudi à Mayotte. 62. Oui, mais l'idée est lancée déjà en 58. Oui. Ah, 58. Oui, Non, c'est 58. 58 associé avec le fameux nom. Justement, est-ce qu'on peut chronologiquement, on peut dater ce moment comme étant justement un point de basculement, peut-être un point de non-retour par rapport à cette patrimoine comorien? Pour moi, je ne peux que parler du point de vue juridique. C'est qu'en 1941, on a eu cette loi Gaston de Fer sur l'autonomie interne. 47. Voilà, non, en 1941. Donc, on est... bien avant l'autonomie. Donc, on a eu... La loi est votée en 47. La loi de Fer, c'est 45. Ouais, donc, cette loi-là, pour moi, c'est ce qui nous a permis, en tout cas, de se dire, bah tiens... Voilà, beaucoup de pays africains. Voilà. Donc là, maintenant, on a quelque chose. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et je pense que, étant donné la façon dont la loi a été promulguée, parce que dans les Outre-mer, en général, parce que Gaston Defferre, il voyait déjà cette idée, parce que je me rappelle quand j'ai lu les mémoires du général de Gaulle, surtout le premier volume, le premier volume, il disait quoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais des indépendances? Est-ce qu'on leur donne les indépendances maintenant ou on les retarde? Et le général de Gaulle a dit, bah, écoute, si on les donne maintenant, ça changerait quoi? Et si on les donne après, ils finiront toujours par revenir demander les indépendances. Donc, mieux vaut les donner maintenant qu'on sait qu'ils ne sont pas préparés. Comme ça, on aura la même mise. Donc, là, quand on lit ces mémoires-là, pour moi, en fait, on voit que le général de Gaulle était profondément machiavélique, en fait. Donc, il nous a donné, il nous a donné les indépendances, sachant très bien, donc cette fameuse loi d'autonomie, on va leur donner ça pour voir un peu comment ils vont réagir avec ça. Donc, pour moi, ça, c'était le point de basculement du point de vue juridique. C'était autonomie qu'on nous a donnée. Et aujourd'hui, on peut dire, est-ce que c'était une autonomie empoisonnée, tout comme nos indépendances, ou est-ce que c'était quelque chose de vraiment consistant, sachant que on va pas se voiler la face. Quand nous, là, tout à l'heure, on parle de figures. Mais ces figures-là, les figures qui ont pris l'indépendance aux Comores, ou qu'on est en train d'évoquer là, combien avaient des connaissances en matière de politique ou d'administration interne. Est-ce que du coup vous pensez que les autorités, pour parler des autorités comoriennes, est-ce qu'ils n'avaient pas conscience justement de ce piège qui se jouait sur l'autonomie, sur une forme d'indépendance? Parce qu'il y en a beaucoup qui le disaient, Saïd Ibrahim en faisait partie, et le prince Saïd Ibrahim, qui disait qu'on n'était pas prêt. Thoiba tout à l'heure le rappelait, que Cheikh avait dit, mais vous voulez l'indépendance, pourquoi faire? Et alors qu'au fond, il parlait justement d'indépendance, il le formulait. Mais d'un côté, à la population comorienne, il ne cessait de leur rappeler que, attention, nous avons été rattachés à Madagascar pendant un temps. Est-ce que du coup, les autorités comoriennes avaient conscience de ce que les attendait par la suite, de cette fameuse indépendance ou d'une autonomie progressive qui mènerait à l'indépendance? Au vu de l'intellectualisme qui est à ce moment-là aux Comores, je pense que c'est des gens qui étaient profondément branchés, comme on dit, depuis des années. Donc, ils savaient que l'objectif, c'est d'être libre. Mais est-ce qu'ils étaient suffisamment équipés intellectuellement pour asseoir cette autonomie? Ça, on a vu que non. Et là, aujourd'hui, on a pris notre indépendance politique. Il faut aussi préciser la nature de cette indépendance-là. Est-ce qu'on a on a réussi à installer jusqu'à maintenant une vision d'ensemble qui va nous permettre, franchement,
on peut facilement faire les maths, sachant que très bien que les colonies françaises, parmi les choses de vraiment néfastes qu'il nous a fait, c'est que quand on était colonisé, c'est les gens qui vont avoir cette autonomie-là, et la majorité étaient des coursiers. Ils n'avaient pas l'idée de prendre des décisions, parce que la France faisait une gouvernance directe, contrairement aux Anglais qui faisaient une gouvernance indirecte. Donc nous, nos autorités qui vont prendre l'indépendance, ils étaient juste des gens de protocole. Mais ils n'avaient pas cette capacité à prendre des décisions. Oui, il y avait des gens qui avaient cette capacité à prendre des décisions. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais ils étaient à l'extérieur. Ah oui, justement. C'est parce qu'on parle de la première diaspora intellectuelle aux alentours des Comores. Mais là, cette matière grise-là n'était pas aux Comores. Mais en 72, quand le prince a fait appel à la jeunesse qui avait fini leurs études de rentrer, donc c'est là où il avait embauché, il a composé un gouvernement de jeunes diplômés, tous, ils étaient pratiquement tous les jeunes loups. C'est comme ça qu'ils les appellent. Oui, bon, tout le monde appelle les jeunes loups, mais ils n'étaient pas aussi carnivores. Hein. Ils étaient chacun. La suite révélera que si, un petit peu quand même. Les jeunes qui ont formé ce premier gouvernement, on peut les citer, mais je pense que ce ne sont pas des gens qui ont joué un rôle pathétique pour... un des jeunes qui est au centre de ce débat, Ali Soilihi, c'est un jeune qu'on peut citer comme étant... Il a été au gouvernement, mais je crois que lui, il a pris goût quand il s'est senti poussé vers le mur. Parce que quand Abdallah... En 74, il y a eu les législatives. Il y a eu les législatives et tout le monde savait que ces élections-là ont été reportées par l'opposition. Les urnes ont été bourrées en juin, là où les gens avaient voté. Vous parlez de quelle année, là? 74. D'accord. Pour la consultation? Non, les législatives, d'accord. Qui ont provoqué une délégation parlementaire française qui est venue enquêter pour savoir ce qui s'est passé, pour étudier les perspectives pour l'indépendance. Et Abdallah, à cette époque-là, ils ont remporté, et parmi parce qu'Abdallah, quand la délégation parlementaire est arrivée à Moroni, il est parti à Paris pour ne pas les rencontrer. Et c'est Seyd Othman, qui était l'intérimaire, qui les a rencontrés, il les a rassurés que nous, on ne veut pas d'État fédéral comme vous proposez, parce que c'est la foutaise. Nous allons faire un État unitaire, où la France sera comme le père, et nous, on sera comme le fils. Et là, on savait que c'était perdu d'avance. Naïla, peut-être une réaction par rapport à... Je pensais que vous vouliez intervenir, mais justement, mais peut-être pour relancer sur... parce que tout à l'heure, il y avait quelque chose... Mouzawar a jeté l'éponge. Pardonnez-moi. Oui. À la suite de ça, il a rejoint l'opposition. Mais pour revenir un peu sur le rôle des autorités, ou du moins des élites locales. Tout à l'heure, vous disiez que si ceux qui pouvaient prendre... des décisions, ou du moins ceux qui en étaient capables d'assumer ses responsabilités étaient à l'étranger. Je pense que vous pensez au Molinaco ou des solidaires. Et même, il y a une entité qui est à Madagascar aussi, parce que Madagascar avait pris son indépendance, et il y avait des Comoriens qui résidaient à Madagascar et qui étaient dans les syndicats indépendantistes de Madagascar. Donc depuis 1947, il y a eu la révolte de 1947, mais avec les partis politiques indépendantistes, etc. Donc les Comoriens qui étaient à Madagascar baignaient déjà dans cette... Mais cet environnement occupé des fonctions à haute responsabilité aussi. En 1963, lance son appel, a été créé, enfin officiellement on va dire, via Dar es Salaam, avec l'appui des mouvements panafricains Dar es Salaam. Justement à ce moment-là, un appel est lancé à la radio. La France a essayé de brouiller les ondes d'ailleurs. Il y a toute le Danemark avec les plein d'archives sur ça d'ailleurs, des renseignements généraux. Oui, la France a lancé. On le captait très mal. Moi, je me souviens, je me souviens de ça. Ces appels-là, il fallait avoir Vous l'avez entendu du coup ça je l'ai pas entendu, mais en 62, je me souviens pas, mais je sais 63. Que quand Molinaco attaquait Cheikh,
Donc la radio, mes grandes sœurs, mes grands frères, ils mettaient la radio pour écouter, et quand le pater passait, on éteignait. Voilà. Donc c'était quelque chose qui était connu. C'était que certains Comoriens justement sur le territoire ont entendu cet appel. Et quand je faisais mes enquêtes aux Comores, j'ai rencontré justement des jeunes Comoriens en Grande Comore, mais aussi à Zanzibar, qui avaient entendu cet appel et qui avaient pris le chemin vers Dar es Salaam. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est le périple. Comment ces jeunes Comoriens autochtones ont fait pour arriver à Dar es Salaam. En fait, tout se passait par Madagascar, parce qu'il y avait une entité d'hommes bien en place à Madagascar qui faisait le lien entre Tananarive et Dar es Salaam. Donc en fait, il y avait deux bateaux, Pierre Loti et c'est ce qu'il y a le Pierre Loti et la Bourdonnais. Non, pas la Bourdonnais. Enfin bref, Pierre Loti faisait partie de ces bateaux qui faisaient le lien. Donc en fait, c'est cette entité comorienne de Madagascar accueillait les jeunes qui venaient des Comores, et les embarquer avec la complicité de l'équipage, notamment un Français qui venait de Marseille. Il y a pas mal d'acteurs qui étaient à ce moment-là, qui travaillaient dans les bateaux, qui sont identifiés comme étant des... partie du Parti communiste, exactement. Qui était aussi en Algérie, qui avait des liens avec l'Algérie et aussi Marseille et Paris. Et donc, justement, cette entité-là accueillait les jeunes Comoriens pour Dar es Salaam. Et donc, on faisait Grande Comore, Madagascar et Dar es Salaam. Et à Dar es Salaam, ils étaient accueillis par le Molinaco dans les locaux, justement, des mouvements panafricains dirigés par Mireille. On en a parlé au début. Donc, le Molinaco a édité beaucoup de tracts, en fait. Bien sûr. J'ai pris connaissance de tous les tracts, tous les mouvements, L'homme colonel Laoué, c'est leur slogan. À l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, il y avait des choses qui circulaient. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Ntsaweni et 67. En fait, c'était une guerre entre les Verts, d'où il y a une chanson très célèbre, Sengelambavi. Ndohangali. Cette chanson-là, elle a toute une histoire. Et vous savez qu'il y a eu une grève, il y a eu une révolte à ce moment-là. Et le Molinaco, justement, alors que ça n'avait rien à voir, c'était une guerre entre les Verts et les Blancs, mais le Molinaco était soupçonné justement d'alimenter cette révolte d'Ntsaweni et ainsi de suite, même la révolte des jeunes étudiants, lycéens de 68, le Molinaco était encore persécuté et accusé de fomenter... Mais c'était déjà parce que les jeunes qui ont fui, genre Mohamed Mchangama, qui avaient infiltré le mouvement, ils sont partis rejoindre le Molinaco. Et quand ils sont arrivés à Molinaco, ils ont constaté qu'il était utilisé par d'autres vecteurs. Donc, ils l'ont éjecté, il est parti en Europe. Moustapha Sedjan disait qu'il avait rencontré, quand il était emprisonné justement via la grève, des acteurs du Molinaco en prison. Donc, le Molinaco, malgré le peu d'informations qu'on a sur ce mouvement, il a été assez dynamique dans la libération parce qu'il a bousculé le destin politique, on va dire, des Comores. Oui, l'indépendance, mais comment, pourquoi, à quel moment le Molinaco, avec toute cette dynamique, a bousculé et a... Oui, non, mais sans vouloir te couper, je voulais justement, quand on parle d'indépendance, depuis tout à l'heure, on fait le récit un peu à ce cheminement qui amène à l'indépendance, mais j'ai l'impression, vous me corrigerez si je me trompe, mais j'ai l'impression que quand on parle d'indépendance des Comores, on parle d'une étape qui a mené à 75. Et qu'une fois 75, on a fermé la porte, c'est bon, on a l'indépendance. Est-ce qu'on doit prolonger cette responsabilité de l'indépendance après 75, c'est-à-dire des présidents qui ont suivi? Est-ce qu'aujourd'hui encore, on est en quête de cette indépendance ou c'est bon, l'indépendance, on l'a proclamée, on l'a eu d'une manière ou d'une autre, la porte, elle est fermée? Parce que je vais juste vous raconter une petite anecdote. J'ai eu le plaisir d'en parler avec le feu Sedassem Sedachim. Il m'a dit texto... Nous, on a proclamé l'indépendance et vous avez fait quoi? Cela mène peut-être à cette partie, cette nouvelle partie, de parler de l'après 75, pour pas dire de l'après-indépendance. Et qu'est-ce que, Naïla, qu'est-ce qu'on peut justement... Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Comment prendre conscience de cette idée d'indépendance si cette histoire n'est pas connue? N'est pas narré. Là, on a Madame Toïba, qui est un monument en fait de cette histoire, avec tous ces témoignages, tous ces livres. Mais combien de Comoriens
Et à l'école, même à l'école, enfin, je ne sais pas comment enseigner l'histoire aux Comores, mais je suis en train de me demander si cette histoire-là, elle est su. Donc comment Non, elle n'est pas enseignée. Elle est enseignée, ou elle est su, elle n'est pas enseignée. Comment Non. voulez-vous qu'on prenne conscience d'une indépendance, etc., si on n'est pas au courant de ça? On ne sait pas d'où l'on vient. À partir de quel moment on en est arrivé là, on en est arrivé à cette histoire de colonisation jusqu'à l'indépendance? Pour moi, c'est... Je crois que parler de l'indépendance, il faut accepter de parler d'une étape. Parce que les choses se sont accélérées à partir de 72, quand le prince a été renversé, parce qu'il y avait une autre stratégie derrière, il était trop bon. Je suis désolé, mais j'ai l'impression que vous occultez beaucoup le Molinaco dans ce processus d'indépendance. Non, mais Molinaco et eux, ils agissaient de l'extérieur. À l'intérieur. À l'intérieur aussi, quand même. Il y avait le passeport. Qui faisait écho quand même à ces idées. À ces idées. Mais donc, moi, je parle de ce qui était... Je ne vais pas parler des mouvements qui étaient en dessous, parce que je sais ce qui se passait à Dar es Salaam aussi. J'ai eu la chance de discuter avec ceux qui agissaient aussi à Dar es Salaam, quand on sait que Dar es Salaam, il y avait deux puissances. Il y avait, enfin, dans le socialisme ou la gauche, il y avait les communistes, l'URSS, et à Dar es Salaam, c'était les Chinois. Les Américains aussi. Même si, mais il y avait bien l'influence sûr, américaine, mais bien sûr, mais la plus grande, pas plus tard qu'il y a quelques jours, je discutais avec quelqu'un qui me disait de la coopération française, qu'en est-il? Mais la coopération française, elle est plus grande dans les pays anglophones qu'elle ne l'est dans les pays francophones. Il faut savoir que le premier partenaire de Nigeria ou de l'Afrique du Sud ou du Kenya, les grandes puissances africaines, c'est la France. Donc, oui, ces puissances-là, ils sont partout. Les Américains, ils sont partout là où ça se décide. D'ailleurs, l'histoire du coup d'État, il y a un consul américain qui disait le coup d'État de Zanzibar. Donc, il disait, il ne sait pas s'ils ne l'ont pas soufflé. Donc il reconnaît quelque chose. Donc il y a beaucoup de choses. Pour revenir aux Comores, 72, le prince a été renversé. Enfin, une motion de censure. Une motion de censure, évidemment, une motion de censure. Il a été renversé, mais il faut dire que derrière... Je le reprends parce que le mot renversement a une connotation un peu péjorative, alors que c'était une motion de censure. Et donc, il faut dire qu'en juin, il a été renversé en juin, la motion de censure, mais il se passait des choses parce qu'il faut tenir compte de la région. Déjà, il y avait des mouvements indépendantistes, les voix de Molinaco qui se faisaient entendre, mais aussi, il y avait aussi Djibouti qui bougeait un petit peu, et puis Madagascar, il y avait des renversements des vapeurs, parce que Tirana avait été jugé pas assez solide pour tenir le coup, donc ils ont préféré le général Ramana Ntsua, qui préférait la bouteille que s'occuper des dossiers, et très vite il a été renversé, cet homme-là, et le jeune capitaine Ratirak a pris le pouvoir en main, il était ministre de la Marine, il a pris les choses en main, il a fait chasser les Français de la base de Diego d'abord, 73. Ça commence à 72. Oui, mais les départs effectifs. Et là, Mesmer, en juin, est venu à Mayotte. Il leur a dit aux Maoris, parce qu'il a compris qu'ils vont devoir plier bagages. Et le canal se dessine. C'est pas une histoire d'amour ou de paternalisme. C'est une histoire purement machiavélique. Géopolitique, géostratégique. Absolument. Donc, le canal s'ouvrait, il fallait absolument occuper le terrain. Donc, il a dit, comment dirais-je, le poison a été implanté en disant, si vous les Maoris, si vous voulez rester français, vous le resterez tant que vous voulez. Là, les Maoris ont entendu le message. Et de l'autre, Madagascar, la base a été fermée, maintenant il faut la repositionner. Djibouti n'est pas assez solide à ce moment-là, parce qu'il y avait les guerres de l'Ogaden. Et puis il y avait aussi les communistes au Yémen. Donc c'est quelque chose qu'il fallait pas mettre le feu encore, donc on les a répartis.
C'est là, à ce moment-là aussi, qu'on a renforcé l'équipe qui était à Moroni, les légionnaires qui étaient à Moroni. Et c'est aussi le moment où on a dispatché un petit peu ces éléments, même la base de la Réunion. À ce moment-là, ça a été étoffé. Donc, l'indépendance, on arrive. Abdallah arrive comme élu à la Chambre, comme président du Conseil du gouvernement des Comores. Mais il faut dire une chose, Abdallah n'a jamais rien fait sans, d'ailleurs c'est Foccart qui le dit, il prenait ses notes chez Foccart. Et moi j'appelle dans mes livres qu'il était dans les petits papiers de Foccart. Il fallait que Foccart lui glisse le petit Oui, papier. il était bien sur les petits papiers, mais à un moment donné, il y a eu une forme de basculement. J'ai eu une petite note de Foccart qui écrivait, d'ailleurs, j'ai jamais su à qui il écrivait, mais je pense au président. Il disait, il commence beaucoup à m'inquiéter notre ami Abdallah. Ce qui laisse entendre qu'à un moment donné, Abdallah avait quand même pris peut-être un certain recul. Mais avant de revenir sur ça, mais tout à l'heure, je posais la question sur la responsabilité des présidents. Mais est-ce qu'on doit, Ibnou, est-ce qu'on doit considérer l'indépendance justement comme un leurre? C'est-à-dire, ce qui devait arriver, arriva. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Je pense que la question qu'on pourrait peut-être se poser, c'est est-ce que l'indépendance était inévitable? Est-ce que vraiment on voulait l'indépendance ou que c'est l'indépendance qu'on nous a imposée? Quand vous dites nous, Oui, parce que, Oui, parce que... on parle de qui? Du Oui. peuple, Non, des élites? non, quand même, on parle des élites, parce Ok. que le peuple, jusqu'à maintenant, l'un des choses qui font que, justement, on n'a que des indépendances politiques, c'est parce que c'est une poignée de personnes qui décident au nom du peuple. Mais- Et je Ibnou- pense que le peuple en avait ras-le-bol aussi, de cette domination. oui, C'est très vite, c'est sûr. Je crois On que arrive j'ai un peu dépassé à- mon temps, mais je ne peux pas me taire très vite, là-dessus. très vite alors. Parce qu'en 1975, quand l'indépendance a été créée, n'oublions pas, Ali Soali était à Paris et Abdallah était à Paris. Il est venu à Paris prendre des instructions. Il est rentré à Moroni parce qu'on l'a enquêté, le Parlement l'a enquêté pour savoir comment il a distribué le budget et des affaires internes. Il n'était pas content. D'ailleurs, cette période-là, il est allé voir un homme qui était méprisé de certains et adoubé de d'autres, Kadhafi. Et c'est là où est née son idée de « si vous m'embêtez, je vais vendre mes terres à Kadhafi, les terres de Mayotte ». Donc c'est une histoire... Il n'avait pas le contrôle sur Maoré. oui, non, mais Oui, il a ses terres, il avait des terres. Ah oui, Voilà. ses terres personnelles. Ses terres, D'accord, hein, ok. donc il allait les vendre à Kadhafi, c'est une provocation. Hmm. Mais il faut dire que Abdallah est rentré à Moroni, il a convoqué les députés dont Alim Lahaïli avait, comment il s'appelle, le père de Foutoum, Dombeni, comment il s'appelle, l'ancien député, c'est lui, Saïd Mohamed Zeyna, qui m'a raconté. Donc tous ces gens-là, il les a convoqués chez lui j'ai oublié le nom de... Tsanga? Non, c'est Pambrodjou. Parce qu'il ne voulait pas que son secret sorte. Il s'était nourri, logé là. Et il est parti une fois qu'il a eu l'autorisation, certainement un téléphone pour dire bon, c'est le moment, il faut y aller. Ils sont partis vers la Chambre des députés. Moi, je me souviens ce moment-là, quand on a entendu la déclaration unilatérale de l'indépendance. Ils venaient de perdre les législatives, c'était acquis. Est-ce qu'il était convaincu de ce qu'il faisait, Abdallah, quand il proclame l'indépendance, justement? Je crois que J'ai beaucoup de doutes là-dessus. c'est un homme qui était assez impulsif, il me semble. Parce que même quand... Ouais, comme eux tous, hein, j'ai l'impression. C'est Mohamed Cheikh, c'était un peu... Oui, mais c'est un... Mohamed Cheikh, bon, je n'ai pas beaucoup étudié son caractère, parce que c'est la période d'indépendance qui m'a beaucoup intéressée. Mais parce que Cheikh... c'est la période au gouvernement interne. Donc, il se préparait. D'ailleurs, le prince disait que l'indépendance, oui, mais il faut nous donner 5 ans. Les accords de Dino a accordé 5 ans
de préparation Mhm. pour que on puisse avoir au moins les professeurs qu'il faut pour assurer l'éducation, hein, des médecins qu'il faut. Et d'ailleurs, il avait une petite anecdote, c'était l'histoire d'un pays, sauf Sindi, enfin, qui ne Oui. sait même pas produire une aiguille. Qu'est-ce que C'est nous dingue. allons faire? Prenons Ouais. le temps d'arriver là. Ok, bah, il y a beaucoup de choses à dire, mais on arrive un peu au terme de notre émission. Mais justement, Naïla, rassurez-moi, il y a quelque chose de positif à en tirer de cette indépendance. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on brosse un peu un tableau noir. Est-ce qu'on peut en tirer quelque chose de positif? Bien sûr qu'on peut tirer quelque chose de positif parce que c'est une lutte de longue haleine. Mhm. Et puis on a quand même une indépendance politique. Certes, on a perdu Mayotte, mais rien n'est perdu en fait. La nature a horreur du vide. Si on est là aujourd'hui, Mhm. c'est que cette indépendance-là n'a pas été vaine. Donc à nous de construire la suite. Et je pense qu'aujourd'hui, avec toute cette déconstruction justement de l'histoire coloniale, etc., Mhm. on va arriver à quelque chose. Et grâce à l'enseignement de cette histoire et à notre panthéon justement des figures de l'indépendance et de la libération des Comores, on va arriver à quelque chose. Moi, je reste optimiste. Tout à fait. Et je me dis que tous ces ouvrages, tout ce travail des uns et des autres aboutira à quelque chose et on sortira de la l'ombre. liberté, Ouais. que On sortira de l'esclavage. ça, bien sûr. on sortira. C'est Touré. On va certainement finir là-dessus, mais juste un petit point, chacun à son tour, Qu'est-ce que je très peux... rapidement. Est-ce que je peux aller au sens Très rapidement, de la question que vous avez posée, notre collègue? Tout à l'heure, vous avez posé une question qui est extrêmement pertinente, c'est cet renouvellement d'indépendance. Mhm. Pour moi, c'est une question profondément centrale de voir ce dynamisme. Oui, cette indépendance nous a coûté quelque chose, mais ça reste une indépendance telle qu'elle soit sa nature. Mhm. Et aujourd'hui, le Comorien, partout où il essaye justement de prouver qu'il est en perpétuel changement parce qu'aujourd'hui, il s'instruit. Si, quand on a pris l'indépendance, on avait quelques poignées d'intellectuels, aujourd'hui, les intellectuels comoriens sont à foison dans tous les domaines qu'il faut. Et si on a pris l'indépendance, au bout de 15 ans d'indépendance, on a essayé toute forme de constitution possible, révolution, fédéralisme, république, union, tout ça, ça veut dire qu'on se cherche. Ça veut dire qu'on se cherche. Et qui se cherche finit par se trouver. Mais de mon point de vue, comme on a fêté les 50 ans de notre indépendance il y a quelques semaines, je dirais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui manque à notre État pour compléter cette indépendance. C'est l'État social. C'est l'État où l'élite est supportée par ceux qui sont en bas et ceux qui sont en bas sont entendus par ceux qui sont en haut. Il ne faut pas qu'il y ait cette rupture-là. Ouais. Et à partir du moment où le Comorien et son État arrivent à faire corps ensemble, C'est un idéal. ça reste une idéal, mais c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, le Comorien, à mon sens, j'ai étudié je ne sais pas combien de constitutions, j'en ai tombé, je ne sais pas combien de constitutions pour comprendre un peu comment ça fonctionne le mécanisme. Et je suis arrivé à la conclusion que le Comorien, c'est la personne, ou sinon la seule société du monde qui n'a pas forcément besoin de l'État pour fonctionner. Donc du coup, si l'État en haut peut faire un pas vers le bas et que cette force de la société pourrait faire un pas pour se rejoindre quelque part, on aurait sans doute l'État le plus fantastique. Ok, juste chacun, parce qu'on arrive vraiment au terme de notre émission, chacun, quelques secondes, même pas une minute, quelques secondes. Ibnou, vous allez garder la parole. Sur le rêve, votre rêve pour le futur des Comores, qu'est-ce que vous pouvez espérer pour demain le rêve de l'État comorien ou de moi-même? de vous, qu'est-ce que vous espérez pour les Comores, l'État comorien, la nation comorienne? Je vois vraiment un État qui est profondément vaillant. Parce que comme ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, le Comorien, depuis la première fois qu'on a essayé de l'écraser, il s'est révolté. Il a dit non. Donc, pour moi, mon rêve, c'est d'animer cette ferveur, d'animer cette envie de vivre ensemble. Parce que le Comorien, c'est vraiment, on sait comment être ensemble. C'est ce qu'on essaie de faire à travers on sait vraiment comment être ensemble. Donc, pour moi, c'est l'idéal. Madame Feuiba, du coup, en quelques secondes. Je crois que le rêve d'un État-nation où la libre circulation des gens soit une réalité pour qu'on puisse vraiment se connaître les uns les autres, parce que c'est en étant ensemble qu'on peut mieux se chamailler pour mieux nous entendre. Très bien. Naïla.
à vous l'honneur de conclure. Bah, je rejoins Yves, nous sommes un peuple vaillant, donc continuons la résistance et puis aboutissons justement à cette construction de la nation comorienne libre et dépendante, donc à tous les niveaux. Très bien. Très bien. Sur ces belles paroles, nous allons conclure sur cette émission d'Arbin qui porte ses jumelles du passé et du futur. Aujourd'hui, nous avions l'honneur de recevoir des éminents connaisseurs de l'histoire des institutions comoriennes. Nous avions le docteur Naïla Oumar. Nous avions aussi l'honneur de recevoir Thoiba Saïd Omar Hilali, auteur de différents ouvrages et d'autres qui arrivent, notamment cet ouvrage, je vous le rappelle, L'égarement, l'islamisme au cœur de l'océan Indien, et celui-ci des complots aux Comores, une stratégie politique au cœur de l'océan Indien. Nous avions aussi le docteur Hamadi Ibn Mohamed. À travers cette émission, on a essayé, et j'espère que nous sommes parvenus à retracer ce processus de l'indépendance, mais aussi ouvrir le débat sur des perspectives d'avenir. Je pense qu'on aura aussi l'occasion de revenir là-dessus à travers d'autres émissions. Au nom de l'équipe Monti TV, nous vous remercions de votre partage et de vos moments passés ensemble. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.